Chers internautes, bonjour, merci de nous rejoindre pour cette nouvelle édition d'Informatique Hebdo, édition du lundi 5 octobre. Et pour commenter et analyser l'actualité de la semaine, je suis en compagnie de notre rédacteur en chef, Guy Hervier. Bonjour Guy. Bonjour Jean-François. Alors Guy, on commence par l'événement de la semaine passée, enfin un des événements de la semaine passée qui était VMworld, je vais y arriver, qui évidemment, comme tous les événements en ce moment, était un événement virtuel, avec, alors on sait on l'a déjà dit, Anthony Siro, le PDG France de VMware, va venir nous faire décrypter, débriefer, comme on dit en bon français, la semaine prochaine. Mais en attendant, vous avez passé une partie de votre temps à regarder VMworld. Qu'est-ce qu'on peut en retirer? Alors, effectivement, c'est pas parce que c'était en virtuel que finalement c'était un événement mineur. Il s'est quand même passé des choses importantes. Je dirais que c'est dans la continuité du redéveloppement de vSphere. Donc il y a eu le projet Pacifique il y a 2 ans, dont l'idée était d'intégrer les conteneurs. Donc en fait la capacité dans vSphere de gérer à la fois les machines virtuelles et les containers avec une même console. Après il y a eu le projet Tanzu. Donc là l'idée c'était comme font un peu tous les fournisseurs qui sont dans ce domaine-là, de pouvoir faire tourner, fonctionner des workloads, comme on dit en bon français pareil, VMware sur AWS, sur Azure, sur Oracle Cloud. Et là, c'est un autre, donc c'est le projet, c'est que des noms de projets, mais qui se concrétisent par des produits. C'est le projet Monterey. Donc l'idée qui se traduit par, l'idée en fait, c'est de décharger le serveur des fonctions de routage, des fonctions d'optimisation du trafic, de telle sorte qu'il puisse se consacrer à ces tâches essentielles et de laisser aux cartes réseau, donc les fameuses Smart NIC, le soin de s'occuper des fonctions de réseau. Donc je dirais que c'est un peu dans la continuité de ce qu'on voit depuis ces 2 dernières années, donc vraiment de développer, optimiser vSphere, et comme vous le disiez, on aura l'opportunité d'avoir plus d'informations là-dessus la semaine prochaine. Alors il y avait d'autres choses qui ont été annoncées, en particulier vous vous souvenez que VMware avait racheté Carbon Black, donc un spécialiste de la sécurité, et donc les technologies de Carbon Black sont en train de diffuser dans les produits. Donc il y en avait en particulier, il y avait deux annonces qui ont été faites. L'une c'était sur la sécurisation des postes de travail à distance. Oui. Le télétravail était à l'honneur. Voilà, exactement. Donc ça tombe à pic. Et l'autre c'était la capacité pour donc on a parlé beaucoup du VDI, donc c'est également et donc c'est de la même manière la sécurisation du VDI donc grâce à ces technologies de Carbon Black. Donc bon, c'est pas de l'opportunisme puisqu'ils ont quand même mis 2 milliards et demi pour racheter cette entreprise. Donc on voit bien la réutilisation, je dirais de manière quasiment industrielle de ces technologies dans les livres du... Et en passant, on voit quand même la nouvelle mode, entre guillemets, du VDI, qui il y a quelques années, on pensait comme techno un peu oublié. Alors effectivement, on en parle depuis très longtemps, et puis ça, faut reconnaître, ça avait beaucoup de mal à percer, à se développer. Et depuis et là, il est vraisemblable, et quand on reçoit toutes les semaines les responsables des entreprises IT, ils nous disent bien que le monde d'après sera en mode hybride, et il y aura beaucoup de télétravail, et donc il y aura sans doute besoin de toutes ces solutions de VDI. Très bien. Alors, puisqu'on parlait de poste de travail, Windows XP, qui est évidemment l'incarnation de l'OS du poste de travail, s'est retrouvé sur les réseaux. Au-delà de l'anecdote, piratage et autres, j'allais dire, quelles conséquences concrètes pour les entreprises utilisatrices, même si on imagine qu'il n'y a plus quand même beaucoup de postes sous Windows XP. Effectivement, donc c'est un peu anecdotique, mais parce que bon, des postes qui fonctionnent en Windows XP, il y en a plus beaucoup, mais il y en a encore 1-2%. Donc c'est ça, quand on voit le nombre de postes, c'est en millions, ça se compte en millions, donc c'est pas négligeable. Et puis l'analyse du contenu du code montre que par exemple il y avait des projets assez amusants qui en fait étaient de transformer, enfin de donner le look, l'apparence à Windows du poste de travail de Macintosh. Donc ça c'est assez amusant, ce qui ne s'est jamais fait. Et donc effectivement alors il y a Windows XP, mais il y a d'autres Windows, des Windows Server, des vieux qui ont été aussi, la conséquence n'est pas
très importante, si je puis dire, dans la mesure où c'est la version de Windows XP SP1. Donc c'est la première version et c'est celle qui en fait était antérieure. Je ne sais pas si vous vous souvenez, mais Bill Gates avait envoyé un mail à tous les Microsofties pour leur dire que la sécurité devenait une question majeure. Et donc ils ont sorti une deuxième version de Windows XP qui était beaucoup plus sécurisée. C'est cette version-là qui n'a pas fuité. Donc je dirais que les conséquences ne sont pas graves, mais enfin c'est quand même embêtant parce qu'on se dit si c'est Windows XP. Alors on peut aussi se poser la question, est-ce que ça peut avoir des répercussions sur Windows 10 ? Non, non, parce que c'est plus les mêmes technologies. On n'est plus du tout dans le même. Alors Guy, autre sujet, et qui pour le coup est un sujet qui concerne sûrement pas mal de nos lecteurs, les RSSI, comment se distinguent-ils comment les RSSI performance distinguent une étude, oui. Comment on en voit beaucoup, mais bon, qui était intéressante. Alors, c'est une étude de Gartner, donc qui effectivement, dont l'objet était de savoir qu'est-ce qui distingue les RSSI performants des autres. Et donc, bon, l'intérêt, c'est que pour les autres, de devenir performants, évidemment. Et il ressort de cette étude, en fait, je dirais quelques caractéristiques clés. En fait, ils font des proportions sur ceux qui considèrent performants. Alors après, on ne va pas rentrer dans le détail de l'étude, mais ceux qui considèrent performants et les autres. Et ils voient des différences de comportement. J'en donnerai 2 ou 3. Il y en a un en particulier intéressant qui est que les RSSI sortent de leur bulle technologique et n'hésitent pas à parler à la fois à la direction générale pour lui expliquer en termes, je dirais, un peu compréhensibles quels sont les enjeux de la sécurité et de parler au métier pour savoir comment mettre en œuvre ces technologies pour faire en sorte que les métiers puissent fonctionner de manière sécurisée et fiable. Donc ça, c'est une première caractéristique. Il y en a une autre qui est que bon, ce qui surprendra pas grand monde, mais qui est quand même intéressant à souligner, qui est que finalement ces RSSI performants sont des gens qui s'intéressent au développement des nouvelles technologies et qui sont prêts à discuter des nouvelles normes dans le domaine de la sécurité. Donc en gros, ce sont des gens qui ne sont pas d'ivoire, quoi. Voilà, qui ne sont pas uniquement dans le fonctionnement au jour le jour pour protéger au mieux la sécurité de l'entreprise, mais qui vont un peu au-delà et qui voient comment les choses évoluent pour accompagner et au plus près accompagner ce mouvement. La fameuse transformation. Voilà, donc bon, c'est pas révolutionnaire, mais enfin c'est intéressant et l'intérêt c'est de faire en sorte que les RSSI puissent s'intéresser à finalement comment s'améliorer. Il y a un dernier point qu'il est intéressant de mentionner, c'est que quand un RSSI part, finalement, son successeur, qu'est-ce qu'il fait ? Et donc l'idée, c'est que les RSSI performants, ils assurent correctement leur succession, c'est-à-dire qu'en gros, ils disent pas au suivant, débrouille-toi avec l'existence, ils préparent bien cette succession et ils lui donnent tous les éléments pour pouvoir, je dirais, quasiment du jour au lendemain, reprendre le flambeau et faire en sorte que l'entreprise reste sécurisée. Très bien. Alors, l'autre sujet de la semaine, Guy, ça aurait pu être d'ailleurs ce qu'on mettait en tête, c'était les fameuses enchères sur la 5G en France. Oh, finalement, pas tant que ça de surprise. Non. Pas de surprise du tout. Ça s'est fait assez vite. On pensait que ce serait plus long. En 3 jours, ça a été réglé, emballé, si je puis dire. Le résultat, c'est 2,8 milliards pour l'État. Si on regarde alors vous vous souvenez, il y a 310 MHz de fréquences qui ont été alloués. Oui. Il y a des blocs de 50 qui là, c'est un réservé par défaut 350 millions. Donc ça, c'est clair. Par 4, ça fait 1,4 milliard. Et puis il y avait les enchères pour 11 blocs de 10 MHz qui eux ont été mis aux enchères. Et donc là, on est sorti à 126 millions par bloc de 10 MHz. Donc vous faites le total, on arrive à 2,8 milliards. C'est un peu plus que ce qu'on pensait, ce qu'on appelle le prix de réserve, donc c'est un peu au-delà. Mais c'est moins que ce qui s'est fait en Allemagne, parce qu'on est à peu près à 6 milliards. Et en Italie. Et en Italie. Donc l'idée, en fait, je crois que l'idée de l'État, c'était... Bon, ça veut dire que quand même, les opérateurs, ils ont quand même de l'argent. Ils sont prêts à financer la poursuite de leur développement. Mais l'idée de l'État, c'est de dire, il faut pas... bon, évidemment, il y a quand même récupérer 2,8 milliards, c'est pas négligeable. Mais l'idée, c'est de ne pas assécher complètement les opérateurs pour leur laisser les mains libres et préparer le développement assez rapide de la fameuse 5G. Et alors, maintenant, en termes de l'attribution, je dirais qu'il y a un respect à peu près des
des parts de marché. Donc c'est Orange qui a récupéré 4 blocs, c'est SFR 3 et les 2 autres opérateurs qui 2 blocs. Donc au total, ça fait 11 blocs. Donc pas de surprise, ça s'est fait assez vite. 2 milliards 8 pour l'État, c'est toujours bon à prendre. Très bien. Et puis Guy, on conclut justement notre passage en bref de l'actualité avec une IPO et celle d'un acteur dont le nom est bien connu, McAfee, même s'il n'y a plus grand-chose, rien à voir avec le personnage, John McAfee, je crois que c'est ça son prénom, qui veut s'introduire en bourse. Alors, McAfee, c'est un itinéraire, je dirais, assez mouvementé, vous vous souvenez, en 2010, ils avaient été rachetés par Intel. On s'était un peu demandé, d'ailleurs, finalement, quelle mouche avait piqué Intel pour acheter McAfee. On se demande toujours, d'ailleurs. Oui. Et puis, d'ailleurs, il faudrait faire la différence entre ce qu'ils ont acheté et ce qu'ils ont vendu, parce qu'au passage, ils ont peut-être pris un peu, mais ça, j'ai plus les chiffres en tête. Ensuite, ils ont été rachetés par un fonds, et donc là, ils vont s'introduire en bourse. Je dirais que c'est aussi le signal que la bourse reprend un peu de couleur. On parlait il y a quelques mois, enfin, ces 2-3 dernières années, que les introductions en bourse n'étaient pas très flamboyantes. Là, il y a eu celle de Palantir, il y a eu surtout celle de Snowflake, qui a été un succès absolument phénoménal. Donc, bon, McAfee n'aura sans doute pas cette trajectoire, mais en tout cas, il bénéficie d'un climat plutôt favorable pour ça. McAfee, en 2019, c'était plus de 2 milliards de chiffre d'affaires, donc c'est un acteur important. C'était quand même... alors, les pertes ont été réduites, mais elles restaient de l'ordre de 200 millions de dollars, donc c'est quand même non négligeable. Donc, bon, est-ce que tout ça va peser dans la balance au niveau de l'introduction en bourse? On le verra assez rapidement. Suite au prochain épisode. Eddy, alors le sujet de la semaine que vous avez retenu, c'est un peu d'histoire pour nos lecteurs les plus jeunes, puisque c'était une rencontre entre, on peut dire, le créateur d'Internet, en tout cas du protocole Ethernet, Bob Metcalfe, et un autre créateur fameux, le créateur d'NVIDIA. Jensen Huang, de NVIDIA, et actuel patron d'NVIDIA. Et le patron d'NVIDIA. Donc c'était une interview quand même assez intéressante. Assez intéressante, organisée par NetEven, qui lui aussi est passé du physique au virtuel. Alors, qu'est-ce que vous en avez retenu ? Bon, évidemment, c'est l'occasion pour Bob Metcalfe, qui est une légende, comme vous le disiez. Il y a Steve Wozniak, il y a Vinton Cerf, il y a Tim Berners-Lee, il y en a un certain nombre. Il en fait partie, donc c'est un des grands. Donc, il raconte son histoire, ce qui est toujours très intéressant. Donc, il a fait sa thèse à Harvard, il a fait ses études au MIT, il a fait sa thèse à Harvard, et puis ensuite, il est allé au Xerox PARC, et c'est là où il a travaillé sur les premiers fondements de l'Ethernet, parce qu'il y a pas mal de gens qui disent Ethernet et Internet, c'est pas pareil. Et donc, il a voulu rester avec Xerox, donc c'est quelqu'un qui semble assez fidèle, et donc il a convaincu Digital Equipment, qui a disparu depuis, et Intel, pour lancer ce nouveau standard Ethernet, qui a été normalisé par l'I3E. Donc c'est un standard déjuré, donc c'est un vrai standard. Et donc il raconte que, alors il faut voir comment les choses ont évolué, parce que les premiers développements, on est à 2,8, alors c'est un réseau local, il faut quand même le souvenir, on était à 2,8 mégabits par seconde, ce qui était considérable par rapport au RS-232, qui se traînait à quelques milliers de baux, parce qu'on parlait de baux à l'époque, vous vous souvenez, et on est aujourd'hui à 800 gigabits par seconde. Donc vous voyez que quand on parle de résilience, c'est un protocole particulièrement résilient. Dizaines de milliers. Et puis l'Ethernet au départ c'était sur le coax, après c'est devenu sur de la paire torsadée, donc il s'est évidemment de fait développé considérablement. Et il raconte par exemple que quand il a commencé à développer ça, ATT, donc les Bell Labs, disait que sur le réseau téléphonique, dans le câble, qui avait été installé un siècle plus tôt, on dépasserait jamais plus que les 14 000 baux. Donc vous voyez que finalement, les prévisions sont pas toujours les meilleures. Et puis donc Ethernet a continué son chemin. Lui, il a fondé 3Com. On s'en souvient. Et puis alors, il raconte, ce qui est intéressant, c'est qu'en fait, au départ, Ethernet, ça permettait pas de faire grand-chose. Et ça coûtait cher. C'est-à-dire qu'en gros, ça permettait à 3 postes de travail de partager une imprimante et des fichiers. Donc, je crois qu'il raconte que ça coûtait 3 000 €. Donc, et donc, pour arriver à vendre ce réseau, il a inventé, c'est plus qu'inventé, parce qu'effectivement, ça traduit une certaine réalité, il a inventé la loi de Metcalfe. Et donc, la loi de Metcalfe, c'est de dire que dans un réseau à n points, la valeur du réseau, c'est en gros l'équivalent de n au carré. Pourquoi ? Parce que c'est le nombre de couples, de paires qu'on peut créer dans un ensemble à n éléments. Et ça, c'est n
multiplié par n-1 sur 2. Donc c'est quasiment de l'ordre de n2. Et donc il dit que en expliquant que la valeur de son produit, de sa solution, finalement, elle croît avec le carré de la dimension du réseau, et donc le prix étant un élément important, eh bien, il a réussi à vendre pas mal de choses. Et donc, il raconte, et ça c'est aussi intéressant, que, bon, après, on voit l'évolution de 3Com, hein, qui n'a pas été finalement la réussite qui a été racheté par HPE, enfin HP, maintenant, voilà. Dans HPE, qui elle-même a racheté Aruba. Donc, je dirais que c'est pas devenu c'est plus un acteur majeur, il a été un peu dissolu, et il raconte qu'effectivement, quand il a vu arriver Cisco, il dit clairement que finalement, il s'est plus intéressé à la concurrence qu'à ses clients. Et il dit, j'aurais peut-être dû m'intéresser plus que lui. Alors, ce qui est intéressant, c'est qu'à l'époque où il a sorti Ethernet, il y avait d'autres concurrents. Bien sûr. Et il faut vous souvenir qu'à l'époque, IBM était le gros poids lourd du... Donc, IBM poussait le Token Ring. Et General Motors, qui était aussi partie prenante, avait le Token Bus. Et donc, ces trois standards ont été normalisés par l'I3E en 802.3, .4 et .5. Donc, c'est vraiment une réussite parce que, en gros, c'était IBM contre tous les autres. Le reste du monde. Ouais. Token Ring a disparu et donc Ethernet est toujours très présent. Donc, je dirais que c'est une histoire, en tout cas, très intéressante qu'il a fait vivre dans cette interview que je conseille à nos lecteurs s'ils peuvent la regarder. Oui, en plus, la personne qui pose la question est aussi quand même, lui, un acteur. Alors, Jensen Huang, c'est pas n'importe qui, comme vous disiez, créateur de Nvidia au début, c'était juste, c'était le symbole des jeux vidéo. Et maintenant, c'est quand même un poids lourd suite au rachat de ARM. Donc, on sent bien qu'ils ont envie de devenir un acteur majeur de l'informatique. Il faut se souvenir que les GPU d'NVIDIA sont présents dans les supercalculateurs aux côtés des Power d'IBM. Donc, c'est devenu un acteur incontournable de l'informatique. Donc, c'était, je dirais, une interview de deux personnes qui connaissent plutôt bien de quoi ils parlent. De quoi ils parlent. D'ailleurs, pour nos lecteurs, ils peuvent regarder en fond d'écran, ils ont tous les éléments pour aller voir l'interview. Alors, puisque vous parlez de supercalculateur et d'IBM, la transition est toute simple, puisque l'événement de la semaine prochaine, enfin de cette semaine, c'est les Think Digital France avec Summit, avec IBM à la manœuvre et son PDG. Mais Nicolas Ciclacchi, donc il y a le PDG de Monoprix qui sera présent et il y a pas mal de... Alors il y a évidemment des DSI de grandes entreprises et il y a aussi des responsables de l'innovation. Donc on voit bien que c'est l'idée que veut essayer de faire passer IBM. Donc ça c'est en virtuel, donc ça va avoir lieu, c'est sûr. Il y a aussi un autre événement dont on peut parler, c'est les Assises de la sécurité. C'est l'autre événement de la sécurité avec le FIC. Donc ça c'est la semaine prochaine. C'est en physique pour l'instant, enfin en présentiel. Je sais pas comment on dit, qui attire quand même tous les ans... la fine fleur des RSSI français. Voilà, et c'est de l'ordre de 2000 personnes. Donc, étant donné les circonstances actuelles, on ne sait pas vraiment ce qui va en advenir. Mais en tout cas, c'est projeté, c'est prévu pour la semaine prochaine. Très bien. Et Guy, on conclut par notre traditionnel coup de cœur et coup de gueule, en l'occurrence. C'est plutôt un coup de gueule qui souligne, encore une fois, notre contingence ou notre dépendance au cloud, puisque les possesseurs de boîtes mail Office 365 ont eu quelques soucis la semaine dernière. Exactement, donc c'est Outlook.com et puis Teams et puis Office.com qui sont tombés un petit peu en rade quelques temps la semaine dernière. Donc comme vous le soulignez, ça montre, et évidemment, comme on est... Alors, cela dit, qu'on soit en télétravail ou pas, si on est dans les entreprises et qu'on est connecté... On ne peut pas accéder à sa messagerie, ça ne changera pas grand-chose. Mais bon, ça montre bien que... Disons quand vous êtes en télétravail, vous n'avez pas la machine à café pour aller changer vos collègues. Exact. Enfin, on l'a chez soi, donc on peut... on échange tout ça. D'ailleurs, je crois même que vous-même, vous avez été confronté à cette... tout à fait. Et c'est pas la première, fois. Bon. Oui, et ça sera sans doute pas la dernière. Voilà. Bon, écoutez, je pense qu'on peut qu'encourager les équipes de Microsoft à avec plus de résilience pour prendre un mot à la mode sur leur solution. Et en attendant, écoutez, merci de nous avoir suivis. Je vous propose de nous retrouver la semaine prochaine pour une nouvelle édition d'Informative News Hebdo. En attendant, très belle semaine à toutes et à tous. Merci.